Voici comment utiliser le site de Saichi Yoshida pour l'observation des comètes et des astéroïdes. Ce site-là est vraiment parmi les meilleurs que je connaisse parce qu'on y retrouve plein d'informations, des photos, des éphémérides, des cartes célestes et surtout l'évaluation des magnitudes par des centaines d'observateurs qui participent au programme de recherche du concepteur du site web. Fait que la première chose, on est ici à la page d'accueil du site de Saichi Yoshida. On voit ici qu'il y a le projet Misao, je vais y revenir tantôt. Ça, c'est un groupe de recherche qui font des analyses d'exemples de magnitude des étoiles variables, des novas, et même de certains quasars. Ça, j'ai été surpris de voir le changement de magnitude dans certains quasars. Évidemment, c'est effectué avec des caméras CCD qui sont extrêmement sensibles. On a également ici, il mentionne dans son site web qu'il y a maintenant un astéroïde qui a été nommé en son nom. On le voit ici. L'astéroïde de Saichi Yoshida, qui est maintenant numéroté comme 32 200. Fait que, le gars, j'imagine, doit être très fier. Il y a la citation ici. Mais ici, dans la page d'accueil vers le bas, on a vraiment des informations intéressantes sur les comètes, celles qui sont les plus brillantes présentement, celles qui vont venir intéressantes dans le futur, des comètes qui ont besoin d'observation et des comètes qui vont passer proche de certains objets célestes. Ça peut être entre autres des comètes qui passent proche des galaxies, d'amas globulaires, même de d'autres comètes. Fait que ça, c'est intéressant à visiter. On peut avoir ici faire des recherches en ordre de jour qui sont proche du passage au périhélie. C'est à ce moment-là, lorsque les comètes passent proche du Soleil au point le plus proche qu'on appelle le périhélie, qui est le paramètre Q minuscule dans les éléments orbitaux. Et on a également le temps de passage au périhélie, qui est la date et l'heure du passage au point le plus proche du Soleil, le périhélie. Ici, par rapport à la Terre, on a par ordre de désignation, tout ça. Et on a également les comètes périodiques. On peut rentrer, exemple ici, des noms de comètes ou des parties de noms de comètes. Exemple, je vais mettre la comète 21P. Je rentre ça ici et je fais une recherche. Puis tout ce qui correspond au critère 21P, le logiciel va l'afficher et on peut aller voir l'information dessus. On a un exemple ici. La comète Giacobini-Zener, qui est observée, elle, qui est une comète périodique parce qu'on voit la désignation P après 21P. Quand on voit un P, c'est périodique. Quand on voit un C, c'est que la comète, étant donné que son excentricité est proche de 1 ou supérieure à 1, 1 étant une orbite parabolique, donc on ne revoit plus la comète après son passage au Soleil. Et évidemment, si l'excentricité est plus grande que 1, mais à ce moment-là, l'orbite est hyperbolique, on ne la voit pas non plus. Si elle est elliptique, donc en bas de 1, mais on a une comète périodique, tout dépend de la période du temps de sa période de passage autour du Soleil. Là. Comme la comète d'Halley, elle a une période de 76 ans. D'autres comètes comme Encke, elle a une période d'environ 3,25 années environ. Fait que si j'en ai un exemple, ici j'ai la comète Giacobini-Zener en 2012. Si je clique sur le lien, ça m'amène à la page qui traite de cette comète-là. La comète Giacobini-Zener. Et on a également ici on a une photo qui apparaît. On voit en haut le nom. Giacobini-Zener, c'est bien le 21B. En 2012, c'est des observations récentes. On a les éléments orbitaux ici qu'on retrouve dans son site. On peut également le retrouver sur le site du JPL ou le site du Minor Planet Center. On a des cartes célestes qui nous montrent ici le déplacement de la comète parmi les constellations au cours des mois à venir. Et on a, ce qui est intéressant ici, un graphique des magnitudes visibles en fonction du temps. Fait qu'on regarde ici en 2012, au mois de janvier, mais la comète est environ de magnitude peut-être autour de 14 ou 13. Fait que c'est quand même accessible à certains télescopes. On a également, on va le voir, on va revenir en arrière ici. On va revenir à la page d'accueil du site. On va le voir, on peut cliquer ici sur Homepage. Les comètes les plus brillantes qui sont visibles présentement. Fait que je clique le premier lien, le Weekly Information About Bright Comet.
Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne une information sur toutes les comètes qui seraient visibles présentement. Fait que la plus brillante présentement, c'est la comète C2009 P1 Garat, qui est une comète périodique. Garat, c'est le découvreur. Fait qu'on dit que la comète est actuellement à magnitude 6.3, donc facile à voir aux jumelles avec un petit télescope. A été observée à plusieurs reprises. Fait qu'on a ici la position pour le 4 et le 11 février, la distance de la Terre et la distance au Soleil, l'élongation par rapport au Soleil, la magnitude, c'est intéressant, 7.4. Puis le meilleur temps pour l'observer, mais c'était aux environs de 5h30 le matin. On a probablement la partie la plus haute de la comète. Fait que si on clique sur le lien ici, on va aller voir l'information qui concerne la comète Garat. Fait qu'encore là, on a le nom du découvreur, c'est Gordon Garat, qui, lui, a un observatoire en Australie, Siding Spring Observatory. Lui, c'est un chercheur de comètes. Au moment de la découverte, elle était de magnitude de 17.5. Fait qu'on voit une image ici, mais on a un lien ici en bleu où on peut cliquer, où on va voir plein de photos de la comète Garat, qui était photographiée par plusieurs astronomes dans le monde qui ont envoyé les données à Saichi Yoshida. En cliquant le lien ici, Picture, on va ouvrir la page web qui contient toutes les images possibles pour la comète. Voilà, ici, on a les photos en miniature de la comète Garat. On a les dates ici et les gens qui ont envoyé l'information. Fait qu'exemple, la photo la plus récente, c'est celle du 31 janvier 2012. Fait que si je clique sur l'image au-dessus du bouton clic, là, sur le lien cliquable, on va voir apparaître la photo de la comète. Et si je clique ici sur le petit plus avec le bouton gauche de la souris, mais on va voir apparaître l'image en détail de la fameuse comète Garat qui a été prise par l'astronome en question. Fait qu'on voit ici la comète. On va laisser le temps à la page web de se télécharger. Voilà à quoi ressemble la comète si on clique F11 pour avoir l'écran au maximum. On voit la comète ici, elle passe proche d'une petite galaxie. On voit qu'elle a deux queues. C'est souvent un effet de perspective. On a la queue de poussière qui est ici. Et on a la queue ionique qui est toujours en direction opposée au Soleil. La queue de poussière, ça dépend. Elle suit normalement l'orbite. C'est pour ça qu'on voit comme deux queues, une qui s'en va en avant. Mais en réalité, les deux sont en arrière. C'est qu'il y a toujours une différence d'angle par rapport à la queue ionique ici et la queue de poussière. Fait que si la comète, elle passe en notre direction, puis on voit que la queue est très longue en arrière, mais c'est normal qu'on voit comme la queue un petit peu en avant, mais c'est un effet de perspective. Fait que la comète, le noyau est en avant de nous autres, et la queue, elle est sur l'orbite, puis on la voit par rapport à la position de la comète, la position de la Terre et du Soleil, on la voit comme si elle était en avant, alors qu'en réalité, elle est en arrière. Fait que si je paye sur F11 pour revenir à mon écran ordinaire, et je vais revenir sur des pages précédentes. Fait que tout ça, les liens, vous pouvez cliquer dessus pour les images. Fait qu'ici, j'ai d'autres images prises dans différentes périodes. Fait que, on peut voir les images de différents astronomes. Comme exemple, ici, on avait des images prises au mois de novembre, le 25 novembre 2011. J'en avais d'autres très belles ici qui étaient prises le 20 novembre 2011, où on voit la comète qui est très, très, très évasée. Fait que si je clique dessus encore, on va aller chercher une image agrandie de la comète. Voilà ici l'image agrandie. On a l'information du nom de la comète, la date de prise de l'image. Souvent, on indique avec quel instrument elle a été prise. Fait qu'ici, c'est une lunette apochromatique, 98 mm Williams Optique, WO, c'est Williams Optique, 530 mm de focale avec une caméra CCD, une SXM25, je ne sais pas quelle sorte que c'est, puis il a pris 5 images exposées chacune 600 secondes ou 10 minutes. Fait qu'il a fait une combinaison d'images. Et on a la grandeur du champ qui est de 150 minutes d'arc par 100 minutes d'arc. Mais on clique ici avec le bouton gauche de la souris pour le mettre à grandeur normale. Et on voit très bien la queue ionique qui est ici, qui est rectiligne, qui est bleutée. Avec la queue de poussière qui est ici, on voit que la queue de poussière, elle est très étendue. Ça fait comme une espèce de gros V évasé.
Ça signifie que la comète est comme en courbe. Elle se courbe sur son orbite par rapport à notre point d'observation. Et c'est pour ça qu'on voit comme la queue de la comète, la différence entre la queue ionique et la queue de poussière en forme d'éventail. Fait que vous pouvez consulter les images. Évidemment, j'ai beaucoup d'images pour celle-là parce que c'est quand même une comète très facile à voir présentement au télescope. Elle était au début du mois de février dans la constellation de Hercule. Donc maintenant, je vais revenir à une page précédente. On va aller voir les autres informations qui concernent la comète C2009P1 Garat. Fait qu'on a encore là les éléments orbitaux. Ça, on peut rentrer ça dans les logiciels comme The Sky, Chelix, Starry Night pour aller générer des cartes comme ça ici avec le déplacement de la comète au cours des semaines ou des mois. Lui, il en met une copie sur son site. C'est très bien fait. Fait que ça nous donne une idée du déplacement de la comète au cours des prochains mois. Fait qu'ici, au mois de février, on voit là, au mois de février, dans la constellation d'Hercule. Fait qu'elle a passé proche de M92 au début du mois de février. On va le voir dans un autre document sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est toutes les observations notées par les gens. Souvent, les logiciels nous donnent une magnitude évaluée selon les calculs, mais les observations peuvent être différentes. Les comètes, c'est des objets qui nous présentent des surprises. On peut, exemple, avoir des sursauts d'éclat, on peut avoir des comètes qui se brisent dans différents fragments. On a des comètes qu'on avait prédites pour être superbes à observer, ça a été décevantes. On a des comètes décevantes qui sont devenues superbes. Fait que c'est pour ça qu'il faut les observer et en allant voir un site comme celui-là, ben, ça nous donne une bonne idée selon la date ici. Fait qu'on est au début de janvier ici, de 2012. Fait que la magnitude évaluée à l'époque est environ de magnitude pas loin de la magnitude 6. Fait que lui, dans son logiciel, il fait une courbe de maximum qu'elle peut atteindre. Fait qu'elle devrait atteindre le maximum pas mal au mois de février et mars, là, de environ magnitude plus 6, donc facilement visible aux jumelles, peut-être même à l'œil nu, dans des ciels parfaitement clairs. Fait que ça, c'est la comète Garat, qui est notre comète la plus brillante visible présentement dans le ciel. La deuxième visible, ici dans les comètes les plus brillantes, on a la comète 21P Giacobini-Zinner. Présentement, elle brille à la magnitude 10.3. Notre troisième comète visible par ordre de magnitude, on a la comète Mecna, la C2011Q2, magnitude 11.8, et on continue en bas jusqu'à temps qu'on voit les magnitudes ici augmentent de plus en plus. Fait que magnitude 14, c'est quand même accessible avec les caméras CCD. On peut se rendre facilement à une magnitude 17-18 avec les CCD, avec nos petits télescopes. Bon, fait que ça, c'est les comètes les plus brillantes. Sur son site web, on a accès aux données orbitales et les photos. Fait que c'est vraiment intéressant des fois de voir à quoi ressemble la comète qu'on désire peut-être observer. Fait qu'on peut voir par les petites photos à quoi elle ressemble. Maintenant, on va aller voir les informations sur les comètes visuelles qui pourraient être intéressantes dans le futur. Fait que c'est le deuxième lien. Fait que je clique sur celui-là. Bon, ici, on a, exemple, à tous les mois. Ici, on a le mois de février 2012, mars 2012. On a les soirées comme evening. Ça, c'est au coucher de soleil, les premières heures après le coucher de soleil, au crépuscule astronomique, aux environs de minuit et le matin avant le lever du soleil. Fait que quelles sont les comètes les plus intéressantes? On a les a ici. Fait que ça mentionne les magnitudes des comètes. Et ça, ici, c'est la hauteur qu'elle va atteindre le soir. Fait que, en février, la comète Garat va atteindre la magnitude 6. Donc, c'est la plus brillante des comètes présentement visibles. Et le plus haut, le soir, elle va être à 12 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, c'est pas très haut. Par contre, aux environs de minuit, elle va atteindre également la hauteur de 36 degrés. Elle est visible donc le soir, la nuit et même le matin. Donc, elle est circumpolaire. Ça veut dire qu'elle va être visible toute la nuit. Et à la magnitude 6. Et le matin, c'est le meilleur temps pour l'observer parce qu'elle va avoir une hauteur de 64 degrés d'altitude. Fait que c'est vraiment le meilleur temps, c'est le matin aux environs de 5h, 5h30 du matin dans ce temps-ci, au mois de février. La deuxième intéressante, c'est la comète Zinner, Giacobini-Zinner à la magnitude 10. Les autres, c'est le magnitude 12, 13. Et ici, on va voir au mois de mars quelles sont les comètes intéressantes, mais on retrouve pas mal les mêmes comètes ici.
Fait qu'on peut encore là le visiter à tous les mois, puis vérifier pour voir si il y a des comètes intéressantes. Exemple, si on fait le lac Echo au mois de juillet 2012, notre activité de lac Echo, on a ici un objet très intéressant qui serait intéressant à observer. On a encore la comète Garrett va être visible, mais à ce moment-là, elle va être beaucoup plus faible. Elle va atteindre une magnitude 10, mais le meilleur temps pour l'observer, ça va être autour de minuit, où ce qu'elle va atteindre une hauteur de 33 degrés d'altitude, à la magnitude 11. Pour les CCDS, ceux qui sont équipés des caméras CCD, ici, on a un astéroïde, l'astéroïde 596 Sheila. Dernièrement, cet astéroïde-là a été frappé par un autre astéroïde, puis on a vu apparaître une queue en arrière de cet astéroïde-là. C'est un beau défi pour les astronomes équipés de caméras CCD d'essayer de photographier cet astéroïde-là pour essayer de détecter ici la présence de halo de gaz. Ici, on va voir les photos de l'astéroïde Sheila. Il faut bien mentionner ici, c'est un astéroïde et non pas une comète. Et on voit les photos qui ont été prises récemment par les gens. Si on regarde comme il faut, on détecte un petit gaz très, très, très faible sur cette image-là. Le truc, c'est de prendre plusieurs images puis d'additionner les images sur l'astéroïde. C'est pour ça qu'on voit les étoiles comme des traînées ici. Mais toutes les images de l'astéroïde, si on les additionne sur lui, mais là, on va voir apparaître peut-être les gaz. Comme ici, on le voit, le gaz apparaître ici. Fait que si on veut voir sa photo, on va le voir, on va le cliquer, puis ça, c'est rien qu'une petite partie de sa photo. Fait qu'on clique sur son image ici. Fait que voilà l'image de l'astéroïde, et on voit très bien maintenant ici que l'astéroïde, c'est ce qui est indiqué ici avec les deux petites lignes, et on voit la queue de gaz de l'astéroïde ici qui apparaît. Fait que si on met le zoom au maximum, fait que lui, il a pris ça avec une caméra CCD Zvig ST10 XME. Il a pris deux images de 10 minutes en Benning 1, puis il a également fait des images avec des filtres BVR, comme des filtres spectroscopiques, ça, en Benning 2. C'est ça qui donne un peu la couleur. Mais ce qui est fascinant dans sa photo, c'est qu'on voit très bien la queue de gaz ou de poussière qui était laissée en arrière de l'astéroïde, qui, selon les informations qu'on aurait, ce serait deux astéroïdes qui seraient rentrés un dans l'autre et on a vu le dégagement de poussière sur les photos de plusieurs endroits. Fait que ici, on peut continuer à aller explorer les photos des gens. Regardez ici, on a encore Jean-François Soulier, qui est un Français, le 15 décembre 2010. D'ailleurs, c'est la période où l'astéroïde aurait été frappé. On a plein de photos ici qui montrent les gaz autour de l'astéroïde qui a été détecté par les CCD. Autour du 15 décembre 2010. Si on clique dessus, on va aller voir l'image de la grandeur nature de l'astéroïde en question. Et on voit très bien, lui, que lui ici, il a additionné les images sur l'astéroïde. On voit le déplacement des étoiles en arrière. À l'époque, l'astéroïde avait une magnitude d'environ 13,8, d'après ce qu'on constate dans les informations ici. Lui, il a pris ça avec une caméra CCD Zvig ST7 XME. Il dit qu'il n'y a pas d'autoguidage. Le temps d'exposition, il a fait 10 dark, 10 offset, ça c'est des images des offsets, c'est on appelle ça en anglais des bias. On voit ici, c'est ça, il a fait 37 images en 60 secondes, fait que c'est 37 minutes. La combinaison d'images, c'est 37 minutes, c'est quand même très accessible. Puis le télescope qu'il a utilisé, lui, il y a un télescope un Newton, un télescope Newton de 254 mm, donc c'est un 10 pouces avec une longueur focale de 900 mm. Fait que cette information-là est intéressante pour ceux qui aimeraient s'essayer à photographier des objets. Fait qu'on voit avec un petit télescope en seulement 37 minutes, 37 images de 1 minute chacune, qui a fait une combinaison, on voit très bien le gaz qui est détecté autour de l'astéroïde qui s'est fait frapper par un autre. Fait qu'on peut voir toutes les images. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le temps, on voit que aux environs du 13 décembre 2010, c'était très, très puissant, le gaz dégagé. Mais à mesure qu'on avance dans le temps, mais on en voit de moins en moins. On est rendu en 2011, on ne la voit quasiment plus, sauf que le 3 janvier 2011, il y en a un ici qui a réussi à le détecter encore. C'est quand même intéressant. On va aller voir. Elle va devenir une magnitude 11 au mois de
mars, comme on a vu. Mais on a tous les éléments orbitaux qui est ici pour essayer de rentrer ça dans les logiciels. Avec les éléments orbitaux du Minor Planet Center puis du GPL, on peut facilement aller chercher les informations les plus précises possibles pour repérer avec nos instruments. Et ici, on a le graphique des magnitudes. On voit que c'est autour de 13,5 si on fait une moyenne ici de la courbe. Et on remarque ici 2012, au mois de mars-avril, on devrait atteindre un pic autour de magnitude 12, selon les prédictions. Fait que ça, c'est un autre défi qu'on pourrait essayer de relever pour ceux qui sont équipés de caméras CCD. Fait que si on regarde, en fait, c'est au mois de juillet. Euh, Lui, il devrait atteindre une magnitude 12, une altitude de 20 degrés. Fait que 596 Sheila, ça pourrait être intéressant comme cible d'essayer de le photographier dans cette période-là. Maintenant, si on regarde encore les autres comètes, bon, on en a de magnitude 10 au mois d'août. Il y en a de magnitude 11. Fait que ça, c'est quand même accessible avec des télescopes de 20 cm environ. On n'a pas de comètes extraordinaires qui vont venir visibles à l'œil nu. On a quand même ici une intéressante, la comète Pan-STARRS, au mois de mai 2013, qui pourrait devenir intéressante à la magnitude 7, avec une altitude de 35 degrés. Elle est encore là, elle va être visible toute la nuit, donc ça peut être intéressant. Dans le ciel du matin, elle va atteindre une hauteur de 40 degrés d'altitude, magnitude 7. Fait que ça serait à observer dans le futur aux environs du mois de mai 2013. Fait qu'encore un autre endroit intéressant sur le site de M. Yashida. Ici, on a un autre lien qui nous amène sur les comètes qui ont besoin des premières observations. Sur ce lien-là, on voit les comètes très faibles, de magnitude quasiment pas accessibles par les petits télescopes, mais peut-être pour les CCDS, voyez-vous, le gang de magnitude, on parle de magnitude 15, 19, 20, 24, mais ça, c'est pour ceux qui sont vraiment très, très bien équipés, où il faut attendre que la comète soit de plus en plus proche du Soleil pour que la magnitude augmente pour être accessible dans nos télescopes. C'est quand même intéressant à suivre pour ceux qui seraient capables de les photographier, ces comètes-là, puis surtout d'évaluer les magnitudes, puis peut-être même prendre des mesures astrométriques. Un autre lien intéressant ici, c'est les comètes rendez-vous. C'est un calendrier de rendez-vous pour certains objets célestes, où les comètes intéressantes peuvent passer proches. Fait que si on clique sur le lien, ça nous amène, exemple ici, dans le mois de février, le 3 février, la comète Garad, qui était de magnitude 6,4. Ici, on a l'heure et la date en heure universelle. Elle passait proche de l'amas globulaire Messier 92 dans la constellation d'Hercule, qui est de magnitude 6,5. Ça, c'est un beau moment pour l'observer. Et on en a ici toutes les autres comètes qui passent proches des objets célestes intéressants qui sont mentionnés ici. On a des objets célestes, on dit c'est quoi, il suffit de chercher ça dans nos logiciels. Il y a quand même des choses, ici, on a des rencontres de comètes proches de d'autres comètes, mais comme on peut voir ici, on a des magnitudes extrêmement faibles, il y a une magnitude 16 qui va passer proche d'une autre comète de magnitude 19, c'est pas visible, trop, mais il les a mis en bleu ici, en genre de cyan, la couleur cyan. Si on va observer les autres possibilités de rencontre avec d'autres comètes, mais malheureusement, on n'est pas trop chanceux parce que les comètes sont relativement faibles. Je vais aller voir s'il y en a qui sont accessibles. Il n'y en a pas bien. C'est des comètes malheureusement accessibles par CCD, mais on voit qu'il y en a qui vont passer proche de d'autres comètes. D'autres objets vont passer proche de galaxies, de l'amas, ces choses-là. C'est ça qu'on voit dans ce lien-là ici, qui sont un peu les rencontres intéressantes des objets qu'on appelle, lui, comète rendez-vous calendrier. Bon, sur les autres liens où on peut faire des recherches de comètes, on peut faire des recherches sur les comètes qui sont en ordre de jour du périhélie, donc les dates qui s'approchent de leur passage le plus près du Soleil. Si on clique sur ce lien-là, on a plein d'informations. 2265 en ordre du périhélie. On peut aller voir les informations sur ça. Et vous pouvez aller voir les autres aussi ici. Mais ce qui est intéressant aussi, je vais revenir sur ce que je disais au début. Il y a un projet de recherche qui appelle
qui est au tout début. Si on clique sur le lien, ça c'est intéressant parce qu'en plus de l'observation des comètes, mais lui demande certains types de recherches intéressantes. Comme exemple ici, un sommaire sur le New Dwarf Nova. Fait que ici, on a un exemple une Nova qui a été récemment découverte. Si on clique sur le lien, c'était découvert autour du 3 février, mais ici, on a l'information qu'on voit ici dans une des images CCD. La Nova n'est pas visible, dans l'autre, elle est visible. Et on demande de faire des observations. On a plein d'informations sur ça, des liens pour acheter d'autres informations. Et ici, on a des observations des gens. Puis, on arrive des fois aussi à un graphique à la fin qui nous explique qu'est-ce qui a été fait comme observation. Fait que ça, c'est tout récent. Fait que, il y a une demande de faire des observations récentes avec ça. On a des images récentes qu'on peut les cliquer ici. Si on en prend une qui a été faite un petit peu plus loin dans le temps, comme exemple ici, on a une nouvelle variable découverte par un japonais. Fait qu'on demande l'observation. Fait qu'on a simplement à cliquer le lien. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce site-là, on a également des outbursts, des outbursts, exemple de Nova ici. On a la variable Mira, de type Mira, c'est-à-dire d'une autre étoile variable ici. Mais regardez ici un petit peu. Ici, on a une série d'observations faites sur un quasar. C'est un objet extrêmement lointain dans l'univers qui brille plus qu'une galaxie, mais qui ressemble à une étoile. Ces objets-là, ils ont souvent des grosses variations en émission d'énergie sous forme d'ondes radio, puis également dans le visible. Fait qu'eux autres, ils ont fait une observation de ce quasar-là, ici. Puis on voit les photos et les données photométriques. Exemple, ici, on voit des images qui ont été prises le 1er décembre 2000, j'en ai en 2001, en 2007. C'est quand même sur une longue période. On voit le quasar ici qui apparaît dans les images, mais on voit que la brillance, ça change. Ici, il est beaucoup plus brillant en novembre 2007 qu'il va l'être, exemple, ici en 2000. Il y a d'autres images, on voit toute l'information que les gens ont donnée au niveau de l'objet en question. Fait qu'on voit ici les évaluations des magnitudes qui ont été faites avec des logiciels. Fait qu'en décembre 2000, il était à la magnitude 16.2. Puis on voit ici qu'il a augmenté de magnitude autour de 15.4 en 2007, puis il a même atteint 14.1 en 2007. C'est quand même vraiment intéressant. Un quasar, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même puissant. Ici, on a d'autres photos où on montre la position du quasar en question. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui est au centre, une espèce de petit triangle ici. Là. Je crois que c'est celui-là ici. Là. Et c'est ça, il suffit de lire l'information sur le site. L'analyse des données, on met ici une courbe de magnitude. Fait qu'on voit que l'objet a passé de magnitude 19 à 14 en différents nombres d'années. En 2010, il y a comme eu une grosse variation de luminosité. Probablement qu'il y a eu plus d'observateurs dans ces années-là à cause des équipements CCD qui sont de plus en plus accessibles. On n'en voit pas beaucoup dans les années comme de 60 à 2010 à peu près. Avant ça, on n'en voit pas beaucoup. Et à la fin, on voit également des informations sur ceux qui ont produit des observations. Et on a encore là des photos qui montrent la position, où à trouver, des coordonnées célestes. C'est des programmes qui, pour des objets particuliers, où on demande des observations, soit en photométrie, peut-être astrométrie, et c'est mis sur le site. Et c'est intéressant des fois de comparer les données. Fait que ça, c'est le projet Misao sur le site de Saichi Yoshida. C'est un site qui vaut vraiment la peine de visiter régulièrement. C'est surtout pour l'observation des comètes que je l'aime beaucoup. Je vous encourage à aller visiter le site, à aller lire les informations, peut-être même pratiquer avec vos logiciels de planétarium pour les retrouver, mais surtout pour les observer et également prendre des photos avec vos instruments.
Ben, je vous souhaite une bonne découverte du site, puis de bien vous amuser avec vos observations de comètes et d'astéroïdes.